Les ordures vont avec les ordures. And this is good in the stand. C'est le seul avertissement que j'ai eu avant que mon père ne renverse une bouteille de grand cru glacée sur ma tête. Le liquide glacé n'a pas seulement ruiné ma robe blanche. Il s'est déversé directement dans mon oreille gauche. Noyant mon appareil auditif, l'appareil a poussé un sifflement strident, un cri d'agonie électronique, avant de mourir instantanément. Amputant mon monde de la moitié de ses sons, je suis restée là, dégoulinante. Sourde d'un côté, mon père, Marc Delacroix, a jeté la bouteille vide et a souri à la foule. « Voilà », a-t-il ricané dans le micro. « Maintenant, tu ressembles à ce que tu es vraiment. Une marchandise avariée. » Increstejita, la salle n'a pas retenu son souffle. Ils ont ri, avant de vous révéler ce qui était caché dans la boîte en bois qu'il a essayé de détruire. Et comment je l'ai utilisé pour lui faire regretter le jour de sa naissance. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la chose la plus cruelle qu'un membre de votre famille vous ait faite en public. Je lirai chaque histoire. Je ne me suis pas retournée. Je n'ai pas regardé cette foule au visage déformé par un mélange de pitié et d'amusement. J'ai simplement tourné les talons. Le rythme irrégulier de ma claudication résonnant sur le sol en marbre. Et je suis sortie, derrière moi. La voix de Marc tonnait dans les enceintes. Lisse et travaillée. La pauvre fille. Elle fait encore une crise. Les médecins disent que les lésions cérébrales de l'accident l'ont rendue maladroite. Veuillez excuser ce désordre. Diamase, c'était son arme favorite. La pitié militarisée. Il ne se contentait pas de me blesser. Il réécrivait l'histoire pour que sa cruauté ressemble à de la charité. Il faisait croire au monde qu'il était le saint s'occupant d'une fille brisée. Alors que c'était lui qui m'avait brisée. J'ai atteint ma voiture. Le silence à l'intérieur était absolu sans mon appareil. J'ai décollé le dispositif poisseux de vin de mon oreille et je l'ai jeté sur le siège passager. C'était bon pour la poubelle. J'ai conduit directement à mon atelier. Dans la zone industrielle de Pantin. C'est ici qu'existe. Je suis Sophie. Et à 29 ans. Je ne suis pas seulement la fille défectueuse d'un magnat de l'immobilier. Pour le public, je suis une restauratrice d'art invisible pour une liste de clients très sélecte. En réalité, je suis la meilleure faussaire de Paris. Je sais comment donner l'apparence de l'ancien au neuf. Et l'apparence du vrai au faux. Je sais que la différence entre un chef-d'œuvre et une escroquerie n'est souvent qu'une question de confiance. J'ai posé la boîte en bois sur mon établi. Du pain bon marché, une odeur de cèdre et de vieillesse. Mon grand-père, Arthur, me l'avait pressé dans les mains avant que Marc ne la lui arrache. Marc pensait que c'était des ordures parce que ce n'était pas de l'or. Il avait oublié qu'Arthur était un homme qui cachait des diamants dans des seaux de charbon. J'ai forcé le couvercle. À l'intérieur, un croquis grossier, au fusain du château de Montmorency, dessiné sur un parchemin jauni. Cela ressemblait à un souvenir sentimental. Mais je connais le papier. Je connais le grammage et la texture. J'ai pris un scalpel et j'ai soulevé délicatement le coin du croquis. C'étaient 2 feuilles collées ensemble, avec une précision chirurgicale. Je les ai séparées, cachées entre le support et le dessin. Il y avait un document juridique, tamponné et notarié il y a 19 ans. C'était un acte de propriété. Mes yeux ont scanné le jargon juridique, sautant les clauses jusqu'à ce que je tombe sur le paragraphe qui comptait. Mon souffle s'est coupé. Cédant, Arthur Delacroix, bénéficiaire de l'usufruit viagère, Marc Delacroix. Nu propriétaire, Sophie Delacroix. Je l'ai relu 3 fois. On usufruit. Aux yeux de la loi, Marc ne possédait pas le château. Il ne possédait pas le domaine de 55 millions d'euros. Ni les terres, ni les lustres sous lesquels il m'humiliait. Il était essentiellement un locataire avec un bail à vie. Il avait le droit d'y vivre, d'en jouir. Mais il n'avait absolument aucun droit de le vendre, de l'hypothéquer ou de l'utiliser comme garantie, et au moment où il mourrait ou tenterait de le vendre. La propriété me revenait à 100%. J'ai regardé la date sur l'acte. Il avait été signé 2 jours après l'accident. Le souvenir m'a frappé violemment. Non pas comme un son, mais comme une vibration dans mes os. J'avais 10 ans. L'odeur du whisky sur la laine de Marc alors qu'il m'attachait. Le crissement des pneus. L'arbre qui fonçait sur nous. Je me souvenais de mon réveil à l'hôpital. La moitié du visage paralysé. Mes jambes brisées. Mon audition perdue du côté gauche.
et je me souvenais de Marc, debout, au-dessus de mon lit. Disant à la police, ma femme a saisi le volant. Elle était hystérique. J'ai essayé de l'arrêter. Investigation. Il a blâmé ma mère morte. Il a blâmé la femme qu'il avait tuée pour sauver sa propre réputation. Et parce que j'étais une enfant, avec un traumatisme crânien. Personne ne m'a écouté. J'ai touché la cicatrice qui courait le long de ma mâchoire. Il a pris ma mère. Il a pris mon audition. Il a pris ma capacité à marcher sans douleur. Et pendant 19 ans, il a vécu comme un roi dans un château qui appartenait secrètement à sa victime. Il pensait que j'étais un fantôme qui l'autorisait à vivre dans son ombre. J'ai baissé les yeux sur l'acte. Tu es en violation de domicile. Papa, ai-je murmuré dans la pièce vide. Je n'ai pas porté plainte. La justice est lente, coûteuse, et elle repose sur un système que des gens comme Marc achètent depuis des décennies. Je ne voulais pas un arrangement. Je voulais une exécution. Je me suis tournée vers mon ordinateur. Je n'avais pas besoin de pirater le Pentagone pour voir les fissures dans l'empire de mon père. Il suffisait de regarder là où personne d'autre ne regardait. La vérité se cachait en pleine lumière. Enterrée dans les notes de bas de page des sociétés écrans. Marc n'était pas milliardaire. C'était un cadavre ambulant. Il était endetté jusqu'au cou, perdant du cash à une vitesse folle. Et surtout, il devait 40 millions d'euros au syndicat Volkov. Il n'avait pas juste besoin d'argent. Il avait besoin d'un miracle. Il avait besoin d'un actif spectaculaire pour garantir un prêt-relais massif. Sinon, il finirait coulé dans du béton. Et je savais exactement ce qu'il voulait, depuis des mois. Il était obsédé par le cœur bleu. Un diamant légendaire non monté, dont on disait qu'il arrivait sur le marché privé. Il en parlait dans les interviews. Il s'en vantait auprès de ses maîtresses. Il en avait besoin pour prouver qu'il était toujours un roi. Je me suis levée et j'ai marché vers le lourd coffre-fort en acier dans le coin de mon atelier. J'ai tourné le cadran. À l'intérieur, pas d'argent. C'était mon inventaire. J'ai sorti une pochette en velours et vidé le contenu sur mon établi, une pierre brute, non taillée, à rouler, terne et lourde. Ce n'était pas un diamant. C'était de l'oxyde de zirconium de haute qualité. Synthétisé en laboratoire, pour imiter l'indice de réfraction spécifique d'un diamant de type 2B, Marc m'appelait défectueuse à cause de mon appareil auditif et de ma boiterie. Il n'a jamais compris que mes défauts faisaient de moi la faussaire parfaite. Pendant que les autres enfants jouaient au sport ou apprenaient le piano, j'étais dans cette pièce, à fixer des gemmes sous un microscope pendant 12 heures par jour. Le silence n'était pas un handicap. C'était une concentration pure. J'ai mis mes loupes grossissantes. Le monde s'est rétréci à un seul point de lumière. J'ai pris la meule de taille. Pendant les 6 heures suivantes, je n'ai pas pensé au vin dans mon oreille ou au rire de la foule. J'ai pensé aux angles. J'ai pensé aux facettes. J'ai taillé la pierre avec la précision d'un chirurgien, rasant l'extérieur faux pour révéler le cœur bleu glacé à l'intérieur. Marc ne voyait que la surface des choses. L'étiquette de prix. La marque, les applaudissements. Il ne regardait jamais plus profondément. C'était sa faille fatale. Il croyait que si quelque chose brillait, cela avait de la valeur. J'ai poli la table finale de la pierre. Elle a capté la lumière du plafonnier et a renvoyé un feu bleu qui aurait trompé n'importe qui. Sauf un maître gémologue. Elle ressemblait à 50 millions d'euros. En réalité, elle valait environ 200 euros. J'ai placé le faux diamant dans un écrin quartier vintage. Il trônait là, scintillant et malveillant. C'était parfait. C'était l'appât d'un piège qui allait lui briser la colonne vertébrale. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé Marc. Il ne répondrait pas à sa fille inutile de toute façon. J'ai composé le numéro de la seule personne à Paris capable de vendre de la glace à un Esquimau. Baronne ? Ai-je chuchoté quand la ligne s'est connectée. C'est l'heure. Eddie. Elias n'était pas seulement mon mentor dans l'art de la restauration. C'était un homme capable de vendre la tour Eiffel à un ferrailleur. Il avait 70 ans. Impeccablement vêtu d'un costume italien sur mesure. Et possédait ce genre d'accent aristocratique qui oblige les gens à redresser instinctivement leur posture. Ce soir, il n'était pas Elias le professeur. Il était l'agent exclusif de la baronne de Valois, une collectionneuse excentrique et recluse qui avait besoin de liquidités rapidement. Nous étions assis dans ma salle de guerre, l'arrière-boutique de l'atelier, éclairée seulement par la lueur des moniteurs. Elias a mis l'appel sur haut-parleur. « Monsieur Delacroix »
Gitta Elias. Sa voix douce comme du velours. La baronne a autorisé la vente. Elle est prête à se séparer du cœur bleu pour une fraction de sa valeur marchande. 45 millions. Mais il y a une condition. La transaction doit être finalisée ce soir, lors du grand gala. Elle exige une preuve immédiate d'actifs. Endendedu. Andenier. J'ai regardé la forme d'onde audio sur l'écran faire un pic alors que mon père répondait. Ce soir, c'est hautement irrégulier. Mais j'entendais la faim dans sa voix. C'était le bruit d'un loup affamé, à qui l'on tend un steak. Il se fichait de l'irrégularité. Il ne voyait que la bouée de sauvetage. La baronne est excentrique. Contrat Elias sans effort. Si vous ne pouvez pas respecter le délai. Nous avons un acheteur à Dubaï prêt à virer les fonds demain matin. NB Dasner. Non. Aboya Marc. Non. Je peux le faire. Je peux garantir la somme. Kanzienzides. Avec du cash? Demanda Elias. Sachant que la réponse était non. Des actifs, dit Marc. Le mensonge roulant sur sa langue avec une aisance pratiquée. Je vais mettre le château de Montmorency en garantie. Le domaine est libre de toute dette. Il vaut 60 millions. Je signerai une reconnaissance de dette hypothécaire contre la propriété en échange de la pierre. Oseres Blan. J'ai lâché un souffle que je ne savais pas que je retenais. Il avait mordu à l'hameçon. Il offrait le château. Très bien. Gitta Elias. Apportez l'acte de propriété et les papiers nécessaires au gala. Nous signerons sur scène. Une démonstration publique de confiance pour sceller le partenariat. C'est fait, dit Marc. La ligne a coupé. Elias m'a regardé, haussant un sourcil argenté. Il marche droit dans la gueule du loup. Sophie. Es-tu sûre de toi? Mon téléphone a vibré sur la table. C'était un SMS de Marc. Ne prends pas la peine de montrer ton visage au gala ce soir. Tu es une honte. Reste dans ton trou. C'est là qu'est ta place. J'ai fixé l'écran. Même alors qu'il négociait sa propre destruction. Il ne pouvait pas résister à l'envie de tourner le couteau une dernière fois. Il pensait me remettre à ma place. Il ne savait pas que j'étais celle qui construisait l'échafaud sur lequel il allait mourir. Je suis sûre. Je dis à Elias. Mais Sophie, insista doucement Elias. Il vit dans cette maison depuis près de 20 ans. Il paie les taxes. Il organise les fêtes. Ne sait-il vraiment pas? Il sait ce qu'il veut savoir. Ai-je dit, en prenant la copie de l'acte? C'était le mécanisme du piège. Mon grand-père connaissait Marc mieux que quiconque. Il savait que s'il laissait le titre de propriété à Marc, mon père le vendrait pour payer ses dettes de jeu en moins d'1 an. Alors Arthur lui a donné la coquille vide. Do Freedation Bases. J'ai tapoté le papier. Et Zidane. C'est un fantôme juridique. Ça permet à Marc de vivre là, de prétendre qu'il est le seigneur du manoir, de faire briller son ego sous les lustres. Mais il ne possède pas les briques. Il ne possède pas la terre. Il est essentiellement un locataire glorifié. Au moment où il essaie de le vendre ou de l'hypothéquer, il commet une fraude fédérale. Il ne vend pas son bien. Elias. Il vend les miennes. Endefidestambudus. J'ai regardé le SMS à nouveau. Reste dans ton trou. Il pense qu'il est le roi. Ayehujote. Mais ce soir, la propriétaire vient réclamer son dû. Nabastein, le grand gala était une mer de smokings, de parfums coûteux et de mauvaises intentions. C'était le genre de salle où les gens souriaient avec leurs dents, tout en calculant votre valeur nette. Je me tenais dans l'ombre, près de la régie technique, vêtue d'un tailleur noir strict qui me faisait ressembler au personnel. Mon appareil auditif avait disparu, remplacé par une simple oreillette reliée au flux du micro de la scène. J'avais besoin d'entendre chaque respiration qu'il prenait. Marc se tenait au centre de la scène, baigné dans un projecteur qui effaçait ses rides et le faisait ressembler au titan qu'il prétendait être. Il ne transpirait pas. C'était la partie terrifiante chez mon père. Il croyait réellement à ses propres mensonges. Il croyait qu'il était à quelques instants du salut. Elias monta sur scène, portant un porte-document en cuir. Il jouait son rôle à la perfection, incarnant le représentant réticent d'une baronne recluse. Monsieur Delacroix. Gitta Elias. Sa voix amplifiée, traversant la salle de bal silencieuse. La baronne a accepté les termes. Avez-vous la garantie? Yelai. Tonna Marc. Il fit un geste vers l'écran derrière lui.
où une image numérique du château de Montmorency apparut. Mon domaine, libre de toute charge, d'une valeur de 60 millions d'euros, engagé contre l'acquisition du cœur bleu. Empress Engine, la foule murmura. C'était un geste audacieux, agressif, le genre de pari tout ou rien que la haute finance adorait. Elias ouvrit le porte-document sur le pupitre. À l'intérieur se trouvait l'acte d'hypothèque. C'était un document standard, juridiquement contraignant, déclarant que Marc Delacroix était le foi propriétaire unique foi du bien et l'utilisait pour garantir l'actif. J'ai retenu mon souffle. C'était le moment. S'il hésitait, s'il lisait les petits caractères, s'il se souvenait une seule seconde qu'il était un usufruitier et non un roi. Le piège échouerait, mais l'avidité rend aveugle. Marc n'a pas lu. Il n'a même pas jeté un coup d'œil aux clauses. Il ne voyait que le prix qu'il attendait dans la boîte en velours qu'Elias tenait dans son autre main. Marc a sorti son stylo plume en or. Il l'a débouché avec fioriture. Signe. Je lui ai ordonné silencieusement. Signe ton nom sur la ligne qui dit propriétaire. Il s'est penché. La plume a touché le papier. À cette seconde, il ne signait pas seulement un prêt. Il commettait une escroquerie majeure. Il engageait un bien qu'il ne possédait pas pour garantir une transaction de 45 millions. Ce n'était pas une erreur. C'était un crime. Capturé en direct pour le monde entier. Il s'est redressé. Rayonnant. C'est fait. Experted boss. Experted boss. Experted boss. On the dice. Experted boss. Elias a hoché la tête solennellement et lui a tendu l'écrin quartier. Marc a bercé la boîte comme une relique sacrée. Puis l'a ouverte d'un coup sec vers la foule. Le diamant à l'intérieur a capté les lumières de la scène et a explosé en un feu bleu. 6 heures de taille et de polissage l'avaient rendu impeccable. Inestimable, mesdames et messieurs, a-t-il rugi en le levant haut. L'héritage de la croix est sauvé. En Beaufort, la salle de bal a explosé. Applaudissements. Flèches. Adoration pure. Marc s'en abreuvait. Convaincu qu'il tenait l'avenir. Il ne réalisait pas qu'il tenait un presse-papier à 200 €. Et il venait d'échanger sa liberté contre ça. Je suis sorti de l'ombre et je suis monté sur scène. Les lumières brûlaient ma peau. Mais je n'ai pas scié. Je peux vérifier ça. Ai-je dit, en prenant le contrôle du système audio. Ma voix a tonné à travers la pièce. Marc s'est figé, serrant la boîte contre sa poitrine. Qui êtes-vous? Sécurité. Faites-la sortir de scène. Je suis l'expert indépendant. Ai-je répondu en entrant dans le cercle de lumière. Je suis ici pour certifier la transaction. Isbagridas, avant qu'il ne puisse m'arrêter. J'ai pris la boîte de ses mains. Il était trop stupéfait. Reconnaissant peu. Être quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. J'ai sorti une lampe UV de bijoutier de ma poche. Monsieur Delacroix vient d'hypothéquer son domaine entier pour cette pierre. Ai-je dit à la salle. Une pierre qu'il croit être le cœur bleu. SBD si SBD. J'ai allumé la lumière. Un vrai diamant de type 2B brillerait en rouge sous les UV à ondes courtes. Celui-ci a flashé d'un vert néon maladif. C'est du vert. Ai-je dit froidement? Synthétique. Valeur approximative. 200 €. Desestedos o serenenita. La salle a halté comme si on avait arraché l'oxygène. Marc a arraché la boîte. Le visage violet. Tu mens. C'est vrai. J'ai les papiers. Puis il m'a vraiment regardé. Ma cicatrice. Ma posture. Ma jambe folle. Sophie. A-t-il chuchoté comme une insulte. Tu as fait ça. Aide. Prends. Aide. Aide. Je n'ai rien échangé. Papa. Ai-je dit? Calme et létal. Je l'ai fabriqué. Tout comme j'ai fabriqué la baronne. Tout comme j'ai fabriqué le piège dans lequel tu as marché. Hey Bibi, c'est... Il s'est tourné vers la foule. Frénétique. Elle est instable. Ce contrat est nul. J'ai été escroqué. En fait, ai-je dit en levant ma copie du document. L'escroquerie n'est pas le diamant. C'est la signature. Bidori Bissane. L'écran derrière lui a basculé sur un scan de l'acte vieux de 19 ans. Tu as donné le château de Montmorency en garantie. Ai-je expliqué? Assez lentement pour que chaque milliardaire comprenne. Mais tu ne le possèdes pas. Tu has l'usufruit. Tu es un locataire. Hebizecha. En many disait. Je me suis approché.
le forçant à croiser mon regard. Tu viens d'engager un actif que tu ne possèdes pas pour garantir 45 millions d'euros. C'est un faux et usage de faux. C'est une escroquerie en bande organisée. And cool. Et parce que c'était fait pour couvrir une dette mafieuse. Pour la première fois de ma vie. Marc ne m'a pas regardé avec dégoût. Il m'a regardé avec peur. Tu ne peux pas faire ça? A-t-il sifflé. Je suis ton père. Esbis. Tu n'as jamais été un père. Ai-je dit? Tu étais un propriétaire. Et ton bail est expiré. Et bidest cède. Les portes de la salle de bal ont claqué. Police. Personne ne bouge. Des agents de la brigade financière ont inondé les allées. Badge brillant sous les lustres. Ils n'étaient pas là pour la fête. J'avais envoyé l'enregistrement d'Elias au procureur 3 heures plus tôt. Le monde de Marc s'est effondré en temps réel. Plus d'argent. Plus de châteaux. Plus de diamants. Et sa liberté comptait en secondes. Il a craqué. Il s'est jeté sur moi. La rage débordant. Espèce d'ingrate. Je t'ai donné la vie. Je vais la reprendre. Mais je n'ai pas bougé. 2 hommes en smoking. Ma sécurité privée. L'ont percuté comme un mur. Un plaquage brutal. Et Marc s'est écrasé au sol. La police a envahi la scène. Le menottant durement. Marc Delacroix a lu l'officier principal. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude. Abus de confiance et blanchiment d'argent. Infaded. Je me suis agenouillée près de lui, ignorant la douleur dans ma mauvaise jambe. C'était la douleur de se tenir droite. Il a craché. Un œil gonflé. Tu n'es rien. Tu boites. Eden. Je me suis penchée près de son oreille. Je boite peu, être prin. Père. Ai-je murmuré. Mais je ne trébuche jamais. Parking Desead. Je suis descendue de scène alors que la foule s'écartait pour moi dans un silence stupéfait. La terreur et le respect remplaçant les applaudissements. Je ne me suis pas retournée. 3 semaines plus tard, la liberté, sous caution de Marc, a été refusée. Ses avoirs ont été gelés, dépecés par les créanciers et le fisc. Le château est parti. Vendu à un milliardaire de la tech qui voulait en faire un centre de serveurs. Ce n'avait jamais été une maison. C'était une scène de théâtre. Maintenant, je me tiens dans mon nouvel atelier. Un vieil entrepôt baigné de lumière, que je transforme en galerie pour les artistes handicapés que le monde qualifie de défectueux. Le faux cœur bleu repose dans ma paume. Lourd et froid, prétendant toujours valoir 50 millions. Je le jette dans le four de fusion, par le hublot. Je le regarde se fissurer et s'effondrer en poussière. Mon téléphone vibre. Marc. Depuis la prison. Suppliant pour un avocat, je bloque le numéro. Le coffre est fermé. Mon père pensait que le silence signifiait la faiblesse. Il pensait que ma boiterie me rendait lente et que mon surdité me rendait stupide. Il a oublié que les gens les plus silencieux sont souvent ceux qui préparent les révolutions les plus bruyantes. Il m'a sous-estimé. Et ça lui a tout coûté. Si vous avez déjà été sous-estimé, partagez cette histoire et dites-moi dans les commentaires quelle est la chose qu'ils ont dit que vous ne pouviez pas faire. Et que vous faites quand même.